Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la stratégie d'allocation d'actifs dans un monde de cycle de baisse de taux qui est en train de prendre forme devant nous. On va sortir un peu du débat 25 ou 50 points de base pour la Fed. On est à 24 heures, je le précise, de la décision historique de la Réserve fédérale américaine demain, donc le 18 septembre. Prenons un peu de hauteur et un peu d'avance d'ailleurs sur ce qui va se jouer demain soir du côté de la Fed. C'est Alain Bocobza qui est avec nous en plateau, responsable de la stratégie d'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Il y a peut-être 3 dimensions d'analyse qui permettent de comprendre un petit peu les enjeux de marché devant nous. Ce qui se passe du côté des politiques monétaires, je viens d'en donner un exemple avec la Fed demain soir, mais il n'y a pas que la Réserve fédérale américaine et il y a un cycle devant nous. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ce qui se passe du côté des politiques fiscales et budgétaires, les anglo-saxons utilisent le terme fiscal, nous on appelle ça des politiques budgétaires, avec la notion de fiscalité bien sûr, là aussi, terrain un peu mouvant. Et puis il y a l'enjeu aussi des politiques de long terme, structurelles. L'exemple ou la boussole du moment en Europe étant le rapport remis par Mario Draghi, par exemple. Qu'est-ce que vous analysez à travers ces 3 dimensions aujourd'hui, Alain, et comment est-ce que ça se traduit dans les enjeux de marché devant nous ? Sur la première dimension, ça va être la fête aux banques centrales, puisque finalement toutes les banques centrales, y compris la BCE qui avait commencé en juin, mais qui s'était mis en mode pause en attendant la Fed. Donc la Fed va bouger demain. Et toutes les banques centrales du monde, dans les pays développés, les pays émergents, à la notable exception du Japon, vont accompagner la Fed dans un long mouvement de baisse des taux courts. Il est probable que la Réserve fédérale fasse plus de baisse des taux qu'ailleurs. Et ça, c'est un élément discriminant dans ce qui a déjà commencé, mais qui peut se poursuivre, qui est la baisse du dollar. En parallèle, si on se dit que la Banque du Japon a commencé à resserrer sa politique monétaire, elle a commencé à monter ses taux courts, les salaires, la croissance des salaires accélère très fortement, ils vont devoir continuer. Donc l'écart de taux qui permettait d'être à découvert sur le yen, avec l'accident qu'on a connu plus 10% sur le yen en quelques heures début août, incite à penser que la yen va continuer à monter fortement et plus que l'euro. Ça, c'est le premier point. Ouais. C'est compliqué d'imaginer, dans un monde où il n'y a pas de récession, il y a un ralentissement économique aux États-Unis, mais on est loin de la récession pour le moment, que ça provoque des dégâts majeurs dans les marchés. Il peut y avoir des réallocations, mais ce n'est pas des dégâts majeurs. Deuxièmement, aux États-Unis, les 2 grands partis, au-delà du nom des candidats ou de la candidate, sont des gros dépensiers. Et l'état des finances publiques américaines, de la dette publique, n'autorise pas plus qu'en Europe, beaucoup d'excès. Sinon, ça pourrait terminer comme un moment dit Liz Truss. On a connu pendant quelques dizaines de jours un accident au moment où Mme Truss a pris les rênes du Royaume-Uni. Ça peut se terminer comme ça. J'espère qu'ils sont au courant l'un comme l'autre. Donc là-dessus, on est autour de 5% de déficit aux États-Unis. C'est une norme. Je ne pense pas qu'on ira beaucoup s'éloigner de ça dans les 2-3 ans qui viennent post-élection. Il y a une limite quand même, vous dites, même si on ne voit pas, et on est en pleine campagne électorale, dans le discours des candidats ou de la candidate, de volonté marquée de consolidation budgétaire, vous dites qu'il y a un principe de réalité qui s'imposera aux dirigeants qui font face à des situations budgétaires un peu hors normes. Pour 2 raisons. La première, c'est que les quantités de dettes ont beaucoup augmenté sur les dernières décennies. Et les accidents après Lehman, pendant la pandémie, ça a coûté très cher aux finances publiques. Donc les ratios de dette sur PIB ont beaucoup monté. Ils sont souvent à 3 chiffres, au-delà de 100%. Ouais. Donc ça laisse moins de place. Et deuxièmement, et presque surtout, on a connu un très long moment pendant lesquels les banques centrales étaient à taux zéro et en plus elles injectaient, et les injections des banques centrales, ce qu'on appelait le quantitative easing, c'était l'utilisation du bilan des banques centrales pour acheter des obligations d'État à l'émission partout sauf en Europe, on achetait sur le secondaire, mais de toutes les façons ça revenait au même.
Donc il y avait des achats, tout ce qui était émis par les États était acheté par la Banque centrale. Le monde, il a bien changé, où les banques centrales sont plutôt soit neutres, soit à vendre, restrictives. Ouais. Donc là, il y a un enjeu, c'est le fait que Liz Truss, quand elle est arrivée au Royaume-Uni, elle avait mis 2,3% de dépenses en plus de ce qu'il y avait avant. Non financé, oui, c'est ça, oui. Non financé, sans aucune ambition de financer correctement ça. Ça s'est mal passé. C'est un drapeau rouge pour tous ceux qui auraient envie d'aller dans cette direction, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient aux États-Unis ou ailleurs. Il y a des limites à ce que les marchés obligataires sont capables d'encaisser à l'émission sans justification. Donc ça, c'est les politiques fiscales. On est plutôt à bout de souffle sur les quantités. Maintenant, d'imaginer de la restriction, c'est compliqué, parce qu'il y a des énormes besoins. Il y a un nouvel élément qui apparaît à l'horizon. Compte tenu des élections qu'on vient de vivre en Allemagne, on parle beaucoup des incertitudes liées à la politique française, mais en Allemagne, il y a eu des élections. Ouais. Il y a des élections en septembre 2025 au Parlement allemand, élection pendant laquelle il est probable que, suite à cette élection, la règle d'or en Allemagne soit remise en cause, c'est-à-dire que l'Allemagne avance sur des dépenses structurelles pour se réinventer. Ça, c'est une conviction forte. Ça marche dans les deux sens. Les pays qui ont aujourd'hui des déficits hors normes vont devoir se confronter à une réalité et un principe de réalité, mais des pays, et il y en a, vous avez cité l'Allemagne, à dessein, des pays qui sont peut-être en sous-investissement, en sous-dépenses. C'est pas peut-être. Certainement. Là aussi, il y a un principe de réalité qui devra, à un moment, se matérialiser. Qui va devoir s'imposer. L'enjeu, c'est... Et donc, ça provoque quelque part, dans le couple franco-allemand qui doit se réinventer, et peut-être au moins une partie du rapport Draghi, ce serait bien qu'on l'applique, parce qu'on parle du troisième élément, que sont les réformes de structure, et de retrouver de la croissance et de la dynamique, c'est par de l'investissement et des réformes de structure. La politique fiscale est à bout de souffle, même si elle peut continuer à contribuer. Et la politique monétaire ne résout pas vraiment les problèmes de croissance. Ça peut apaiser des douleurs, mais c'est pas ça qui résout les problèmes. On a été 10 ans à taux zéro, j'ai pas l'impression que ça a résolu beaucoup de problèmes. Ça a empêché des catastrophes, mais les réformes de structure sont dans la politique publique. Là, on a 3 volets, sont essentiels. Il y a aussi dans les réformes de structure, je crois qu'elles ont été largement évoquées à cette antenne et un peu partout, donc c'est important d'en parler. Il y a 400 pages de rapports dans 2 rapports, mais il y a aussi l'interventionnisme d'État. On est sorti d'un monde dans lequel il y avait un laisser-faire, avec une volonté explicite, et la façon dont on intervient peut différer d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Donc la quantité de régulation, c'est un des débats qu'a lancé M. Draghi dans son rapport. Est-ce que l'Europe, finalement, à vouloir tout réguler, ne bride pas sa croissance inutilement? Est-ce que toutes les régulations qui existent ont leur utilité au total, avec des effets secondaires parfois plus néfastes que ce qu'on veut réguler? Et il y a un débat entre Trump et Harris. Sur le degré, là aussi, de régulation qu'on va imposer. Partant de beaucoup plus bas. Voilà, donc on parle des réformes de structure, mais aussi, donc ça ravive la croissance, mais aussi la quantité optimale, ni trop peu, ni pas assez. C'est un peu comme le boucle d'or. Donc, un travail à faire, et c'est une des idées que lance Mario Draghi dans son rapport. C'est est-ce qu'on pourrait réfléchir collectivement sur la quantité totale de régulation pour débrider un peu la croissance et pouvoir investir et prendre des risques dans les industries de demain. Donc ça, en allocation d'actifs, c'est très important, parce qu'une zone dans laquelle on est très bridé fait moins de croissance. Donc l'Europe, en tant que telle, sur les marchés d'actions, par exemple, est une zone merveilleuse en ce moment, parce qu'il y a plein de rendements. Il y a des valeurs plutôt matures. C'est un peu plus compliqué sur les valeurs de croissance, dans le luxe, qui sont à avoir des avertissements sur les profits. Donc ça commence. Donc là, il faut s'en écarter au moins temporairement. Et il y a beaucoup de valeurs de rendement qui performent bien en ce moment, dans un contexte de baisse des taux. C'est une économie mature, donc il y a des valeurs de rendement, et ça m'intéresse. Donc voilà. Donc si on cherche des valeurs de rendement, l'Europe reste effectivement une zone d'investissement prioritaire de ce point de vue-là. Ah oui, parce qu'on a des beaux rendements dits sécurisés. C'est important quand on fait le ratio du dividende sur le cours de bourse, ce qu'on appelle le rendement. Il faut que le cours de bourse, il est celui observé du jour, mais le dividende, il n'est pas nécessairement sécurisé. Parfois, les valeurs ont des gros rendements parce que le dividende va être coupé. Donc ça, il faut éviter. Donc c'est les rendements sécurisés. Il y en a pas mal en Europe. Les marges des entreprises sont élevées. Donc c'est un regard qu'on apporte, qui est un peu nouveau dans le panorama après tant d'années où ce sont les valeurs de croissance qui ont eu le dessus dans ce qu'il fallait avoir dans les portefeuilles sur la partie action. Et donc là, on est en train de migrer, c'est la réallocation, vers un peu le reste du marché, dont une partie offre des rendements
sécurisé. Ouais. C'est ce que vous appelez, c'est effectivement réallocation, redistribution. L'idée étant, alors j'imagine l'idée n'étant pas de déserter les actifs américains ou en dollars, mais de se dire que peut-être que ces actifs sont très largement détenus, suffisamment détenus aujourd'hui, et qu'il y a d'autres actifs ailleurs dans le monde, les valeurs de rendement en Europe par exemple, qui méritent de l'attention aujourd'hui. C'est ça, on est à ce point d'inflexion, peut-être qu'on l'a passé même déjà dans vos recommandations. On l'a déjà passé. On l'a déjà passé. On l'a déjà passé parce qu'on a déjà de la réallocation à l'extérieur des valeurs de croissance. Au plus haut qu'on avait courant juin-juillet, les grandes valeurs de technologie au sens large représentaient à peu près la moitié de la capitalisation des actions américaines, qui elles-mêmes représentent 70% des actions mondiales. Ça fait un peu beaucoup. Donc c'est pas qu'elles sont pas belles, il y a des valeurs de technologie extraordinaires, mais peut-être qu'à côté, il y a des ratios entre la qualité, les rendements et le prix. L'évaluation qui sont en relatif plus attrayants et plus sécurisés. Donc c'est ça la redistribution qui est en cours. Il y avait peut-être trop de concentration, une autre façon d'exprimer trop de concentration sur un petit nombre de très belles valeurs. Et ce qu'on appelle les belles valeurs, pour être un peu moins, pas trop technique volontairement, il y a des moments où elles performent bien, il y a d'autres moments où elles performent un peu moins bien. Elles resteront belles. Mais dans une phase de ralentissement où les taux vont baisser, vous dites, c'est moins ces valeurs-là qu'il faut privilégier que d'autres, par exemple. Oui. C'est pas trop lié au ralentissement. D'accord. C'est surtout lié au fait que dans le relatif, il y avait un taux de détention des belles valeurs extraordinairement fort. C'est ce qu'on appelait il y a quelques mois la concentration des marchés. Au plus haut en juillet, les 15% qu'on avait fait depuis le début de l'année jusqu'en juillet sur le S&P 500, l'indice action américain, 40% de ça, presque la moitié, c'était dû à Nvidia. Une extrême concentration. Donc là, ça se redistribue. C'est un phénomène qui est mondial. Et c'est une tendance, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui pour quelques temps au moins, dans une vision de marché, dans un horizon de marché, Alain. Moins d'actifs américains, vous l'avez évoqué en début d'entretien, mais c'est aussi la perspective d'un dollar qui pourrait continuer de s'affaiblir. Dans le jeu des devises, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir si il faut avoir un peu moins de dollars aujourd'hui ? Alors, un peu ou beaucoup, en tout cas, sur toutes les métriques d'évaluation, le dollar est abominablement cher. Mais ça faisait 5 ans qu'il était cher, et il y a 4 ans, il était plus cher, et 3 ans, il était... Donc, l'évaluation est un outil de repère, mais en aucune façon en market timing. Donc là, le momentum a commencé, le dollar a commencé à baisser un peu contre l'euro, beaucoup plus contre le yen. Les devises émergentes se tiennent mieux. Donc là, on a commencé la réallocation en provenance du dollar. Donc l'exceptionnalisme où il fallait avoir du dollar depuis 10 ans, des actions américaines, du Nasdaq depuis 10 ans, des taux parce qu'il y avait plus de rendement aux États-Unis qu'ailleurs. C'était l'exceptionnalisme américain en termes de stratégie d'investissement. Ça, c'est terminé. Il y a des fissures, je dirais, là-dedans, qui commencent par le dollar américain. Donc ça, c'est la réallocation par les marchés d'échange. Il y a une deuxième fissure par des avertissements sur la profit, sur l'une ou l'autre des grandes technologies à tour de rôle. Donc là, c'est plus je gagne à tous les coups. Et donc ça, c'est important. Il y a eu des profit warnings sur les grandes valeurs de croissance qui sont cotées parfois en Europe. Donc ça, c'est un phénomène de nécessaire réallocation. Et ça pénètre la psychologie des marchés, parce qu'on a été tellement habitué, comme vous dites, à cet exceptionnalisme, que ce soit américain ou des grandes valeurs de luxe, etc. Une fois, 2 fois. Après, la psychologie, quand même, est un peu abîmée ensuite. Mais mais on fait bien la distinction entre le fait que la croissance américaine reste au-dessus de celle du monde. Tout le monde décélère, mais eux, ils restent au-dessus du lot. Mais il y a une synchronisation des politiques monétaires. Donc l'Europe ne démérite pas dans son meilleur comportement des marchés de taux d'intérêt. Ça, c'est important. J'entends. Comme le Royaume-Uni, par ailleurs. Les régimes d'inflation sont plus contrôlés. Donc ça permet des ouvertures de détente monétaire qui a des vertus sur le reste de tous les actifs. Voilà, donc ces réallocations sont importantes. Donc il y a de l'exceptionnalisme sur la conjoncture, mais il y a moins d'exceptionnalisme sur les territoires d'investissement. Sur l'investissement, oui, c'est ça. C'est bien les deux dimensions différentes. Bon, l'heure de la réallocation et de la redistribution. Alors, merci beaucoup Alain. Merci d'être venu nous éclairer sur les stratégies que vous recommandez effectivement pour le compte de Société Générale CIB. Vous êtes le responsable monde de la stratégie d'allocation d'actifs de SG CIB. Alain Bocobza qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.